Imaginez ceci. Un homme dont vous n'avez probablement jamais entendu le nom a plus de pouvoir sur votre quotidien que bien des chefs d'État. Pas de statue à son effigie, pas de date commémorative dans les manuels scolaires. Pourtant, sans lui, traverser une frontière européenne avec une simple carte d'identité aurait pu rester un rêve. Et l'idée même de « un droit européen au-dessus des lois nationales » aurait pu mourir dans un bureau poussiéreux. Cet homme, c'est Robert Lecourt. Et ce qui est fascinant, c'est que son histoire ne commence pas dans les couloirs dorés du pouvoir, mais dans une petite ville de Normandie, là où, en apparence, rien de grandiose ne devait arriver. Octobre 1908. Pavilly, une bourgade paisible de la Seine inférieure, aujourd'hui Seine-Maritime. Les cheminées des usines crachent une fumée grise, les cloches de l'église rythment encore les journées, et la France pense à peine les blessures de l'affaire Dreyfus. Dans cette France fracturée, un enfant vient au monde, Robert Lecourt. Il ne le sait pas encore, mais il va passer toute sa vie à tenter de réconcilier ce pays déchiré et, plus ambitieux encore, à forcer les nations du continent à se mettre d'accord autour d'un même droit. Enfant, Robert grandit avec le bruit des trains de marchandises qui traversent la Normandie. Chaque locomotive, chaque wagon venu d'ailleurs est comme une promesse de monde lointain, de frontières qu'on traverse. Pourtant, son univers reste modeste. Quelques rues, des visages qu'on connaît tous, des discussions politiques à voix basse, au café, où les adultes parlent de la République, de l'Église, de la guerre qui plane toujours à l'horizon comme un mauvais souvenir prêt à revenir. La Première Guerre mondiale éclate quand il a à peine 6 ans. Il voit partir des hommes, sans toujours les voir revenir. Ce choc silencieux imprime en lui quelque chose de profond. La politique n'est pas un jeu abstrait, c'est une question de vie ou de mort. À l'école, Robert n'a rien du meneur flamboyant. Pas de coups d'éclat, pas de bagarre de cours de récréation dont on se souvient des années après. C'est celui qui écoute, qui observe, qui prend des notes avec un sérieux presque inquiétant pour son âge. Très tôt, il découvre la puissance des mots écrits. Un texte de loi, une décision, peuvent changer le destin d'une famille entière. Dans une France où les débats sur la laïcité, la justice sociale, le rôle de l'Église sont brûlants, il pressent que son terrain de « jeu ne sera ni l'usine ni la caserne, mais le droit » vient le temps des études. Le jeune homme quitte le cocon familier de Pavilly pour l'univers vibrant, un peu intimidant, des facultés de droit. Les amphithéâtres résonnent de noms qui deviendront des mantras pour lui. Souveraineté, séparation des pouvoirs, état de droit. Pendant que, dehors, les années 20 dansent sur le jazz et l'illusion de la prospérité, lui s'enfonce dans les codes, les jurisprudences et les commentaires d'arrêt. Ce n'est pas spectaculaire. Pas de scène digne d'un film de guerre ou d'un romance enflammé. Juste un jeune homme qui s'acharne à comprendre la mécanique invisible qui régit la société. Mais déjà, une tension se dessine. Autour de lui, beaucoup voient dans le droit un simple outil pour réussir socialement, grimper l'échelle du prestige. Lui y voit autre chose, une arme pour protéger les plus faibles, un contrepoids aux abus du pouvoir. Cette conviction, silencieuse mais tenace, va le mettre en porte-à-faux avec une autre France, celle qui estime que la loi doit servir avant tout les intérêts des plus forts. Dans les couloirs des tribunaux, il croise ses avocats brillants, spectaculaires, qui parlent fort, séduisent les jurés et se moquent. En privé, de ces idéalistes qui parlent de justice sociale, dans ce milieu, son premier concurrent n'a pas de nom précis. C'est la tentation du cynisme, du carriérisme, du renoncement à ses principes. Les années 30 arrivent comme un orage lent. Crise économique, montée des extrêmes, coup de force politique. Robert Lecourt, devenu avocat, exerce désormais dans un pays qui vacille. Dans les journaux, on lit les discours violents des ligues d'extrême droite, les promesses radicales des communistes, les hésitations. D'une république sans boussole. À chaque nouveau client, à chaque dossier, il voit passer des fragments de cette France fracturée. Ouvriers licenciés, familles ruinées, petites entreprises étranglées. Le droit n'est plus une pure théorie, c'est le champ de bataille où s'affrontent des visions du monde inconciliables. Il aurait pu se contenter de plaider, de gagner des causes, de se construire une réputation confortable. Mais une idée s'impose peu à peu à lui. À quoi bon défendre un individu si le système entier est malade ?
Son idéal se heurte à un fait brutal. Dans cette France sous tension, les voix les plus modérées sont couvertes par les cris des extrêmes. Il se retrouve pris dans une compétition qui ne dit pas son nom. La sienne, celle d'un chrétien démocrate en devenir, face aux partisans, de solutions autoritaires ou révolutionnaires. Dans les réunions discrètes où l'on discute de démocratie chrétienne, d'inspiration sociale, de respect des libertés publiques, il comprend que sa place n'est pas seulement au barreau, mais bientôt, peut-être, sur les bancs d'une assemblée. Puis arrive 1939. La guerre n'est plus une menace abstraite. Elle a une date, une heure, un ordre de mobilisation. La France bascule, et avec elle la vie de Robert Lecourt. La débâcle de 1940, l'occupation, Vichy. En quelques mois, tous les repères juridiques, politiques, moraux sont bouleversés. Le droit qu'il a appris, défendu, est piétiné par des ordonnances, des décrets, des lois d'exception. L'état de droit est remplacé par l'état de peur. Pour un juriste épris de principe, c'est un choc presque physique. C'est là que se joue un des premiers grands tournants de sa vie. Face à l'occupation, chacun choisit. Se soumettre, se taire, collaborer ou résister. Pour Robert Lecourt, résister ne signifie pas seulement cacher des armes ou faire sauter des trains. Sa résistance est d'abord intellectuelle et morale. Refuser de considérer les lois de Vichy comme légitimes, refuser l'idée que le droit puisse devenir l'habillage d'une oppression. Il se rapproche des milieux qui, dans l'ombre, pensent déjà l'après-guerre, ces réseaux où naît ce qui deviendra le mouvement républicain. Populaire, un parti chrétien-démocrate, européen avant l'heure. La tension monte d'un cran. Être lié à ces réseaux, c'est accepter un risque très concret. Arrestation, interrogatoire, déportation. À chaque réunion, chaque document qui circule, le temps semble compter. Les coups frappés à la porte tard le soir n'ont plus la même innocence. Les décisions deviennent des paris sur la survie. Dans cette obscurité, une autre course contre la montre s'engage. Il faut être prêt le jour où la France sera libérée, avoir déjà pensé les institutions à reconstruire, les lois à rétablir, la place des chrétiens démocrates dans le nouvel équilibre politique. Face à lui, un concurrent redoutable se dresse, non pas une personne, mais une tentation historique, celle de reconstruire la France, sur les vieilles certitudes nationalistes, de refermer le pays sur lui-même après la guerre, de se méfier de tout projet supranational. Dans les discussions clandestines, certains ne jurent que par la souveraineté absolue de la nation. D'autres rêvent d'une Europe fédérale. Lecourt se situe clairement du « Imagine », un adolescent français sans fortune qui fouille des textes juridiques à la bougie pendant que dehors, des uniformes montent en puissance. Il n'a ni armée, ni parti, ni journal. Pourtant, 30 ans plus tard, ces phrases couchées sur du papier jauni seront capables de faire plier des gouvernements entiers. Cet adolescent, c'est Robert Lecourt. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'au départ, personne, absolument personne, ne pariait sur lui. Il naît le 19 octobre 1908, dans un pays encore traumatisé par la boucherie de 14-18. La France se reconstruit, mais elle le fait avec des cicatrices visibles partout. Des hommes sans bras, des villages décapités, des familles qui comptent leurs morts à voix basse. Dans cette atmosphère lourde, Robert grandit avec une obsession silencieuse. Comment empêcher que des décisions absurdes, prises par quelques hommes, n'entraînent à nouveau des millions d'autres dans le gouffre? Ce n'est pas un enfant de la haute société. Il n'a ni nom prestigieux, ni fortune familiale. Sa seule arme, ce sera l'esprit. Très tôt, il se passionne pour les mots, les disputes d'idées, le droit. Là où d'autres rêvent de gloire militaire ou d'aventure coloniale, lui se fixe un objectif presque abstrait. Comprendre comment fonctionnent les règles qui tiennent un pays debout et comment elles s'effondrent. Dans la France de l'entre-deux-guerres, cette curiosité est presque un sport de combat. Le pays est traversé de crises politiques, de scandales, d'émeutes. L'extrême droite défile dans les rues, l'extrême gauche gronde dans les usines, les journaux hurlent. La démocratie parlementaire est vacillante, minée par l'instabilité, les gouvernements qui tombent les uns après les autres, et au milieu de ce fracas, un jeune homme discret se plonge dans les codes, les journaux officiels, les grands arrêts. Il ne le sait pas encore, mais cette obsession va devenir son bouclier, puis son arme.
À l'université, Robert découvre un monde impitoyable. Les amphithéâtres sont pleins de files de notables. Sur deux, déjà introduits dans les grands cabinets d'avocats, lui doit gagner sa place seul, à la force des notes parfaites, des nuits blanches, des devoirs rendus avant l'heure. Il comprend très vite que le droit n'est pas neutre, qu'un mot mal placé, une virgule ambiguë, peuvent ouvrir la porte à l'arbitraire. Qu'un gouvernement peut, sous couvert de l'égalité, piétiner la justice. Cette conscience aiguë de la fragilité de l'état de droit le hante. À chaque crise politique, à chaque tentative de coup de force, Robert observe comment les textes sont instrumentalisés. Il note, il commente, il critique. Ce n'est pas encore le combattant farouche qu'il deviendra, mais déjà, dans ses cahiers, on retrouve des phrases qui claquent comme des avertissements. Si la loi n'est pas plus forte que le gouvernement du moment, alors tout peut recommencer. Toujours, le paysage politique français des années 30 est une poudrière, la montée des fascismes en Europe, l'ombre d'Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie, la guerre d'Espagne qui fracture les consciences. Chaque événement est pour Robert une nouvelle preuve que le droit national, seul, ne suffit pas. Une constitution peut être suspendue, un parlement peut être dissous, des élections peuvent être truquées. Il commence à caresser une idée qui, à l'époque, semble presque folle. Et si la vraie protection des peuples devait venir d'un niveau au-dessus des États, d'un ordre juridique plus large, plus solide, moins exposé aux crises politiques internes? Mais, pour l'instant, ce n'est qu'une intuition lointaine. Le calendrier, lui, est impitoyable. L'Europe se dirige à vue vers le précipice et dans cette marche hypnotique vers la catastrophe, Robert est encore un jeune homme qui essaie de trouver sa place. Une carrière, juridique, peut-être politique, dans un pays qui oscille entre démocratie défaillante et tentations autoritaires. Il choisit le camp du droit, mais surtout celui de la démocratie chrétienne, cette famille politique qui veut concilier liberté individuelle, justice sociale et inspiration humaniste. Ce choix va le mettre face à un rival inattendu. Pas un homme, pas un parti, mais une force diffuse, perverse, qui gagne du terrain jour après jour. Appelons-la son premier grand adversaire, la résignation. La tentation de baisser les bras devant les extrémismes, l'argument du « c'est trop compliqué, c'est trop tard ». Face à elle, Robert oppose une conviction presque naïve. Tant qu'il reste un espace pour la parole, l'argument, le texte, il y a une possibilité de résistance, puis tout s'accélère. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, tous les beaux discours théoriques se fracassent sur la brutalité du réel. Les cartes sont rebattues en quelques mois, la France s'effondre en 1940 plus vite qu'aucun juriste n'aurait pu le prédire. Le régime de Vichy s'installe, la Révolution nationale se présente avec ses slogans, ses lois d'exception, son antisémitisme d'État. Le droit n'est plus un rempart, il devient une arme au service de l'oppression. Pour un homme comme Robert, c'est un choc existentiel. Tout ce qu'il a appris, étudié, admiré dans les grands textes se retrouve soudain défié par une évidence terrifiante. Il suffit de quelques signatures pour transformer une république en régime de collaboration. Il suffit de quelques décrets pour déclasser des citoyens, leur retirer leurs droits, préparer leur arrestation. Là, la vie de Robert Lecourt bascule. Comme beaucoup de Français, il est confronté à un choix que personne ne souhaite avoir à faire. Accepter, se taire ou résister. Mais, à la différence de simples citoyens, un juriste possède un atout redoutable. Il voit, avant les autres, là où les textes peuvent être contournés, détournés, cassés. Il comprend où le système se fissure. Il comprend aussi ce qu'un pouvoir illégitime ne peut jamais totalement contrôler. Il entre dans la résistance, mais pas en affichant un brassard ou un fusil. Son champ de bataille, ce seront les papiers, les faux documents, les avis juridiques clandestins, les coups d'aiguille discrets dans la toile bien serrée de l'occupant et de Vichy. Pendant que d'autres posent des bombes ou organisent des maquis, lui s'attaque à ce que le régime croit intouchable, sa façade de l'égalité. Son ennemi direct, à ce moment-là, ce n'est pas seulement l'occupant allemand, c'est aussi un autre Français, ou plutôt une catégorie d'hommes, ces juristes de Vichy qui mettent leur savoir au service de la collaboration, ceux qui rédigent les lois raciales, qui rationalisent la persécution, qui transforment la barbarie en procédure. Robert les voit comme son double inversé. Ils ont la même formation, le même goût pour les textes, mais ils ont choisi l'autre côté
Ce duel silencieux entre deux visions du droit, l'une au service de la dignité humaine, l'autre au service de la tyrannie, va marquer à jamais la pensée de Lecourt. Chaque fois que Vichy invente une nouvelle astuce juridique pour exclure, pour confisquer, pour déporter, la résistance cherche des failles, des contradictions de normes, des interstices où l'on peut protéger quelqu'un, sauver un dossier, ralentir une procédure. Le temps joue contre lui. Chaque semaine, de nouveaux décrets. Chaque mois, de nouvelles rafles. Chaque jour, des arrestations. Robert travaille dans une atmosphère où une erreur de formulation, une imprudence dans une lettre, un rendez-vous mal couvert peuvent envoyer des gens en prison, ou pire. Son arme, c'est la précision. Son délai, c'est l'urgence. Cette pression permanente forge en lui une certitude qui ne le quittera plus. Le droit n'est pas qu'un décor, ce n'est pas une parure pour État respectable. C'est un champ de bataille où l'on peut perdre ou sauver des vies réelles. Il découvre aussi une autre vérité brutale. Un État national, livré à lui-même, sans contre-pouvoir extérieur, peut devenir l'ennemi de ses propres citoyens. C'est cette leçon, brûlée au fer rouge dans les années 40, qui nourrira plus tard son engagement européen. Lorsque la guerre s'achève, la France sort de l'abîme, exsangue mais vivante. Vichy tombe, les collaborations sont jugées, les institutions sont à reconstruire. Et dans ce grand chantier, un homme comme Robert Lecourt est indispensable. Il n'est plus seulement un juriste brillant, il est un juriste qui a vu, de l'intérieur, comment un système légal peut se transformer en machine à broyer. Il sait ce qu'il ne faut plus jamais laisser faire. La libération ouvre une nouvelle phase de sa vie, celle où le résistant discret va devenir un acteur public, l'ombre laisse place à la lumière. Les réunions clandestines cèdent le pas aux débats parlementaires, aux commissions, aux assemblées, mais il garde un réflexe, ne jamais se laisser hypnotiser par les grands discours quand les textes, eux, racontent une autre histoire. Dans la France de l'après-guerre, une question domine toutes les autres. Comment éviter la répétition ? Comment construire un ordre politique qui ne puisse plus basculer aussi vite dans l'ignominie ? Certains misent sur une nouvelle constitution plus solide, d'autres sur des partis rénovés. Robert, lui, commence à regarder au-delà des frontières françaises. L'idée européenne, en 1945, n'est pas encore un projet technique de marché commun. C'est une urgence morale. Si les États restent totalement souverains, libres de s'armer les uns contre les autres, libres de réécrire leurs règles du jeu à chaque crise, alors la guerre reviendra. Pour lui, l'Europe ne doit pas être un simple club diplomatique. Elle doit devenir un ordre juridique supérieur, capable de tenir les États en respect, de leur dire un jour « jusqu'ici mais pas plus loin ». Mais avant d'arriver à ce niveau de réflexion, il doit livrer une nouvelle bataille, dans une arène qu'il connaît mal, la politique partisane. La 4e République naissante est un labyrinthe de partis, de factions, de coalitions fragiles. La démocratie chrétienne, incarnée par le mouvement républicain populaire, devient son camp naturel. Il y retrouve l'écho de ses convictions, la dignité de la personne, la primauté du droit, la recherche d'une Europe unie. Seulement, cette fois, son rival n'est plus la résignation, ni le juriste collaborateur, c'est un concurrent beaucoup plus concret, plus bruyant. Ce sont les forces politiques qui refusent l'idée d'un transfert de souveraineté vers l'Europe. Nationalistes, conservateurs, parfois aussi une gauche méfiante, tous ont un point commun. Ils voient d'un très mauvais œil l'idée que des juges, un jour, puissent dire aux États ce qu'ils ont le droit de faire ou non. Robert se retrouve pris dans cette confrontation idéologique et il découvre un paradoxe qui le hante. Pour défendre la démocratie nationale, pour la rendre plus stable, il faut accepter de limiter cette même souveraineté nationale. C'est un message difficile à faire passer, presque contre-intuitif. Ses adversaires l'accusent de naïveté, de trahison, d'utopie dangereuse. Lui répond, fort de son expérience, « L'État tout-puissant est une bombe à retardement ». En coulisses, une course à rebours a commencé, même si peu de gens la voient vraiment. Les blessures de la guerre sont encore fraîches, mais déjà les tensions reprennent, la logique des blocs s'installe, la guerre froide gèle les espoirs. Robert sait que la fenêtre pour construire quelque chose de nouveau, de véritablement supranational, ne restera pas ouverte éternellement. Il faudra convaincre, rédiger, ratifier, avant que les réflexes nationaux ne reprennent le dessus.
La trajectoire de ce jeune résistant devenu homme politique se dessine dans cette urgence silencieuse. Il n'a pas encore atteint les sommets du pouvoir. Il n'est pas encore ce juge européen qui fera trembler les capitales. Mais tout se met en place. Sa formation de juriste minutieux, son expérience de la dictature légale, son engagement démocrate chrétien, sa conviction qu'un droit plus fort que les États doit émerger, ce n'est encore que le début, la première montée en tension d'une vie qui va bientôt basculer au niveau supranational. Le duel avec ses concurrents nationaux pour le contrôle du récit sur l'Europe ne fait que commencer. Le temps, encore une fois, joue contre lui. Et la question, à ce moment précis de sa vie, est simple et vertigineuse. Réussira-t-il à transformer ses cicatrices personnelles en un projet politique assez puissant pour résister à la prochaine tempête de l'histoire ? La réponse commence à se dessiner en 1945, dans une salle des fêtes mal éclairée où l'odeur de tabac froid se mélange au café trop serré. Les gens sont fatigués, certains portent encore leur brassard de FFI rangé dans une poche, d'autres n'ont pas vraiment choisi de camp pendant l'occupation. Au fond de la salle, un homme mince, lunettes rondes, costume élimé, monte sur une estrade branlante. Il n'a ni uniforme ni médaille à exhiber. Pourtant, dans quelques années, sa signature fera tomber des gouvernements et ses votes pèseront sur le destin de l'Europe tout entière. Cet homme, c'est Robert Lecour. Et ce soir-là, personne n'imagine qu'il est en train de prendre son premier vrai rendez-vous avec le pouvoir. Il est candidat du mouvement républicain populaire, le MRP. Ce parti neuf né dans le sillage de la résistance chrétienne-démocrate. Face à lui, la concurrence est féroce. Il y a les communistes, auréolés de leur rôle dans les maquis, qui remplissent les salles en promettant justice sociale immédiate. Il y a les gaullistes, qui brandissent le prestige du général comme un talisman. Et il y a ceux qu'on appelle déjà les républicains indépendants, plus conservateurs, qui veulent surtout rétablir l'ordre et ne rien céder à cette nouvelle mode qu'on appelle l'Europe. Dans cette première campagne législative, Lecour n'a qu'une arme, son obsession du droit. Il ne promet pas des lendemains qui chantent, il ne crie pas. Il explique comment Vichy a tordu la loi pour la transformer en instrument d'oppression. Comment une constitution trop fragile peut s'effondrer en quelques semaines. Comment, si l'on veut éviter un nouveau 1940, il faudra accepter de penser au-delà du seul cadre français. Dans un coin de la salle, un homme le regarde avec une attention particulière, juriste lui aussi, brillant, ambitieux, plus à l'aise dans les grandes formules que dans les démonstrations patientes. Il défend une idée diamétralement opposée. La France doit rester maîtresse absolue chez elle. Point final. Ce rival-là, réel et symbolique à la fois, va accompagner Lecour pendant toute sa trajectoire politique. C'est le camp de la souveraineté nationale intégrale, incarné par des hommes comme Michel Debré. Les premiers résultats tombent. Dans cette France qui se reconstruit, les voix se partagent entre ceux qui veulent rompre avec l'ancien monde et ceux qui veulent le restaurer. Le MRP fait une percée spectaculaire. Robert Lecour est élu député. Dans le train qui le mène à Paris, il regarde défiler les paysages encore marqués par la guerre et se répète cette phrase simple. Cette fois, il ne faudra pas se tromper de texte. À la Constituante, il devient l'un de ces artisans silencieux, dont les noms ne restent pas dans les manuels, mais dont les phrases structurent la vie politique pendant des décennies. Les séances s'enchaînent, interminables. On discute du rôle du Parlement, des pouvoirs du président, de la responsabilité du gouvernement. Lecour se bat pour des institutions solides, capables de résister à la tempête. Mais la France sort à peine de la nuit, les passions sont vives, les compromis fragiles. On veut tout à la fois, la souveraineté absolue de la Chambre, la stabilité gouvernementale, la représentation de tous les courants. Très vite, une fissure apparaît. Pour beaucoup de constituants, le monde s'arrête aux frontières nationales. Pour Lecour, ce serait une faute historique. Dans les couloirs, il parle déjà d'organisation européenne, de mise en commun de certaines compétences, d'un ordre juridique capable d'empêcher les États de replonger seuls dans la folie. Ses interlocuteurs sourient parfois, le trouvent sympathique mais un peu utopiste, sauf un. Son rival, ce camp souverainiste qui gronde, par la voix d'hommes comme Debré, eux comprennent parfaitement ce qu'il veut dire. Et justement, ils ne veulent pas en entendre parler. Dans leurs yeux, Lecour voit une hostilité froide.
Pour eux, accepter une autorité supérieure au Parlement national, ce serait la trahison suprême. La 4e République naît malgré tout, en 1946, fragile, bavarde, instable. Lecourt s'y installe comme député de la Seine-Inférieure. Ce n'est pas le pouvoir spectaculaire des chefs d'État, mais c'est un pouvoir réel. Celui de voter les lois, les budgets, les ratifications des traités, et très vite, un nouvel enjeu prend le dessus, la reconstruction de l'Europe, 9 mai 1950. Dans l'hémicycle, Robert Lecourt écoute, immobile, le discours de Robert Schuman. Le ministre des Affaires étrangères propose de placer la production de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne sous une haute autorité commune. Concrètement, cela signifie renoncer à une partie de la souveraineté nationale dans 2 secteurs clés. Politiquement, c'est une révolution. Juridiquement, c'est un séisme. Dans les couloirs, certains parlementaires ricanent. On va confier notre acier à des technocrates? Et pourquoi pas notre armée pendant qu'on y est? D'autres, comme Lecourt, sentent que l'histoire vient de s'ouvrir, mais pour très peu de temps, le compte à rebours commence. Il faut ratifier le traité de Paris, créant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, quelques mois à peine pour convaincre un Parlement profondément divisé. Pour les partisans de la souveraineté intégrale, c'est simple. Il faut enterrer ce projet, ils se mobilisent, font campagne dans les journaux, agitent le spectre d'une France dépossédée de ses décisions. Lecourt, lui, sillonne les commissions, multiplie les interventions, explique sans relâche que la vraie dépossession, ce serait un nouveau conflit franco-allemand. Dans une salle enfumée de l'Assemblée, une nuit d'hiver, le débat atteint un sommet. Un député souverainiste, rouge de colère, lance « Vous voulez livrer nos hauts fourneaux à une bureaucratie supranationale ?» Lecourt répond calmement, mais avec une intensité qui surprend même ses amis. « Je préfère livrer nos hauts fourneaux à une autorité, commune plutôt que nos fils à un nouveau champ de bataille. » La phrase frappe. Le vote, lui, est serré, tendu, incertain jusqu'à la dernière minute. Le traité est finalement ratifié. La CECA voit le jour. Pour Lecourt, c'est une première victoire concrète. Pour son rival, c'est un avertissement. Ces européistes, s'ils ne sont pas tenus en respect, pourraient bien continuer à grignoter des morceaux de souveraineté, mais l'affrontement ne fait que commencer. Très vite, un projet encore plus audacieux arrive sur la table. La Communauté européenne de défense, la CED, une armée européenne intégrée, avec des soldats français, allemands, italiens, placés sous un commandement commun. Pour Lecourt, c'est l'étape logique. Si le charbon et l'acier, qui servent à fabriquer des armes, sont mis en commun, pourquoi pas les armes elles-mêmes? Pour son rival, c'est la ligne rouge absolue. Les années 1952-1954 deviennent une course folle contre le temps. La guerre de Corée, la montée des tensions Est-Ouest, la crainte d'un réarmement allemand incontrôlé, tout semble plaider pour une solution européenne. Pourtant, dans l'hémicycle, le climat se durcit. Les slogans nationalistes reviennent en force. On accuse les partisans de la CED de vouloir dissoudre la France dans un magma technocratique. On agite le spectre de soldats français sous commandement étranger. À chaque fois que Lecourt défend le projet, il sait qu'il perd des voix dans sa circonscription, qu'il s'expose à des attaques violentes dans la presse locale. Le 30 août 1954, le couperet tombe. La CED est rejetée par l'Assemblée nationale. Un rêve de défense européenne s'évapore en quelques minutes, balayé par une alliance de gaullistes, de communistes et de députés jaloux de leurs prérogatives. Dans les tribunes, Lecourt reste un moment figé, les yeux fixés sur le tableau des votes. Il vient d'assister à l'enterrement d'une certaine idée de l'Europe politique. Son rival, lui, sort renforcé. La souveraineté nationale, une fois encore, a repris le dessus. Ce n'est pas seulement une défaite politique, c'est un coup porté à son intime conviction. Pendant quelques jours, il hésite. À quoi bon continuer à se battre? Le MRP commence à s'user, coincé entre une droite nationaliste et une gauche puissante. La 4e République se transforme en machine à fabriquer des crises ministérielles. 21 gouvernements en 12 ans. Dans ce chaos, les grandes idées s'écrasent souvent contre la réalité des majorités introuvables. Et pourtant, le temps ne s'arrête pas. Une autre fenêtre s'ouvre, ailleurs. Tandis que les projets de défense commune échouent, des négociations avancent sur un autre terrain, celui du marché commun. Jean Monnet, toujours, mais aussi des gouvernements pragmatiques,
pousse pour des traités économiques qui, en apparence, semblent moins menaçants pour la souveraineté. La future communauté économique européenne, la CEE, prend forme dans l'ombre des échecs précédents. Pour le cours, c'est une opportunité et un piège. Opportunité, parce qu'un marché commun peut devenir à terme un espace de droit commun. Piège, parce que beaucoup ne veulent y voir qu'un accord commercial, sans implication politique ni juridique profonde. Son rival, cette fois, change de stratégie. Au lieu de torpiller ouvertement le projet, il tente de le vider de sa substance, de le réduire à un simple traité entre États. Les traités de Rome sont signés en 1957. Là encore, il faut les faire ratifier. Là encore, le temps presse. La guerre d'Algérie s'enflamme. La 4e République vacille. Les débats sur l'avenir colonial de la France écrasent presque ceux sur l'Europe. Dans les couloirs, des députés chuchotent « L'Europe, ce sera pour plus tard. D'abord, il faut régler l'Algérie. » Le cours sait que ce « plus tard » peut signifier « jamais ». Il se bat pour que l'Europe ne soit pas repoussée à un futur indéfini. Il veut des engagements écrits, contraignants, qui s'imposent au gouvernement futur. Les traités sont finalement ratifiés, mais le prix politique est lourd. Le MRP continue de perdre du terrain. L'opinion se fatigue de ces débats complexes. En 1958, la crise algérienne dégénère en crise de régime. La 4e République s'effondre. Le général de Gaulle revient aux affaires et propose une nouvelle constitution. Dans cette tourmente, Robert Lecourt doit faire un choix qui ressemble à un pari à haut risque. D'un côté, il y a la tentation du refus, dire non à une constitution qui concentre le pouvoir exécutif, qui renforce la figure du président qui risque de marginaliser le Parlement là où il a construit toute sa carrière. De l'autre, il y a l'espoir sombre que cette 5e République, plus stable, pourra aussi être le cadre d'une Europe plus forte. Si l'homme chargé de la justice croit au primat du droit, son rival, lui, ne doute pas. Michel Debré, juriste brillant, défenseur obsessionnel de la souveraineté, devient le grand architecte de la Constitution de 1958. Et bientôt Premier ministre, la nouvelle République portera sa marque. Pour le cours, c'est comme entrer dans un château construit par son adversaire idéologique, mais il décide d'y entrer quand même, parce qu'il sait qu'on peut parfois infléchir de l'intérieur ce qui semble gravé dans le marbre. En 1959, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, l'Élysée. On lui propose le poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Lui, l'Européen convaincu, appelé à diriger l'appareil judiciaire d'un régime façonné par des souverainistes, l'ironie est totale, l'enjeu est colossal. La guerre d'Algérie fait rage, les attentats se multiplient, l'armée gronde, l'OAS se prépare. La justice française est sur la ligne de fracture entre raison d'État et droits fondamentaux. Le temps, encore une fois, lui est compté. En quelques mois, il doit adapter la justice à la nouvelle constitution, réorganiser les juridictions, moderniser un appareil judiciaire usé par la guerre et la résistance, tout en faisant face à des dossiers explosifs, les procès d'indépendantistes algériens, les affaires de torture, les tentations d'exception permanentes. Chaque dossier est une bombe. À chaque conseil des ministres, il retrouve son rival, désormais Premier ministre, qui plaide pour l'efficacité, l'autorité, la fermeté. Lecourt, lui, s'accroche aux principes, à la nécessité de ne pas transformer les tribunaux en simples annexes de la police ou de l'armée. Les confrontations sont parfois brutales, même si elles restent feutrées sous les dorures. On lui reproche d'être trop attaché aux formes, trop pointilleux sur les garanties procédurales, trop sensible aux critiques des juristes. « Nous sommes en guerre », lui glisse-t-on. Il répond « Justement, c'est en temps de guerre que le droit est le plus indispensable ». Dans son bureau du ministère, tard le soir, il relit des projets d'ordonnance qui renforcent les pouvoirs de l'exécutif. Il rature, corrige, limite. Il sait que chaque mot pesé peut empêcher un abus, retarder un dérapage. Mais il voit aussi les limites de son action. Il comprend, à travers cette expérience de garde des Sceaux, que même dans une démocratie, même avec une constitution respectée, le droit national reste exposé aux pressions du moment. Opinion publique chauffée à blanc, urgence sécuritaire, logique de guerre. Ces années de résistance ressurgissent comme un avertissement. Un État laissé totalement à lui-même finit toujours par tester les frontières de ce qui est acceptable.
Alors, quand en 1962 se présente une proposition inattendue, presque discrète, il la regarde avec un mélange de prudence et d'excitation. On lui parle de Luxembourg, de la Cour de justice des communautés européennes, et c'est une institution encore jeune, peu connue du grand public, sans caméra à l'entrée, mais dotée d'un pouvoir potentiellement immense. Dire le droit au-dessus des États, interpréter les traités européens, arbitrer les conflits entre la loi nationale et le droit communautaire. Accepter, ce serait renoncer à la lumière crue de la scène politique française. Plus de plateaux radio, plus de campagnes, plus de joutes parlementaires. Aux yeux de beaucoup, ce serait un exil doré, une sortie de route honorablement négociée. Son rival ne s'y trompe pas. Certains souverainistes applaudissent même en coulisses. Qu'il parte s'enterrer au Luxembourg avec ses rêves d'Europe juridique. Ici, nous garderons les vraies décisions. Mais Robert Lecourt, lui, voit autre chose. Il voit un champ de bataille invisible, fait de textes, de principes, de conflits de normes. Il voit la possibilité de construire, pierre après pierre, un ordre où les États ne seraient plus les seuls maîtres du jeu. Et il sait que le temps joue encore contre lui. Les traités sont récents, fragiles. Si, dans les premières années, la Cour se montre timide, si elle accepte de se soumettre aux volontés des gouvernements nationaux, alors l'idée même d'un droit européen supérieur risque de mourir avant d'avoir vraiment existé. La décision se prend presque en silence. Un matin, il quitte son bureau place Vendôme. Sur le bureau, un code civil, un code de procédure pénale, des dossiers épais marqués « urgent ». Dans sa serviette, déjà, les textes fondateurs de la CK, de l'Euratom, de la CEE. Derrière lui, il laisse un ministère prestigieux, des dorures, des chauffeurs, des gardes républicains. Devant lui, il y a un bâtiment beaucoup plus modeste, à Luxembourg, sans drapeau dans chaque rue, sans caméra à chaque porte. Mais dans ce bâtiment, il le sent, va se jouer quelque chose de bien plus colossal que n'importe quel débat parlementaire. La réponse à la question qui le hante depuis l'enfance. Le droit peut-il, un jour, être plus fort que les caprices des États? Il monte dans le train qui l'emmène vers cette nouvelle vie. À la fenêtre, la campagne défile, les frontières s'effacent. Derrière chaque colline, il imagine un justiciable, un citoyen, une entreprise, qui un jour viendra se heurter à une loi injuste et demandera « Qui me protège ?» À partir de maintenant, ce « qui », ce ne sera plus seulement Paris, Rome ou Bonn. Ce sera aussi, peut-être surtout, cette cour de justice qu'il va aider à façonner. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'au fil des années, les arrêts qu'il contribuera à rédiger feront bien plus que régler des litiges techniques. Ils redessineront la hiérarchie des normes en Europe, ils donneront un sens concret à cette phrase folle. Le droit européen prime sur le droit national. Et un jour, ironie ultime, ceux qui se réjouissaient de le voir quitter la scène française découvriront que c'est depuis ce poste discret, à Luxembourg, que Robert Lecourt va porter l'estocade la plus décisive à l'idée d'une souveraineté nationale absolue. Le duel avec son vieil adversaire ne fait, en réalité, que changer de terrain. Le tic-tac de l'histoire, lui, continue. Et maintenant, c'est à l'échelle du continent entier que la bataille du droit va se jouer. Ce qui est fascinant, c'est que les plus grands coups portés à la souveraineté des États ne se jouent pas toujours sous les lustres des parlements, mais dans des salles anonymes, devant quelques fauteuils vides, sous la lumière blafarde de néons. À Luxembourg, au début des années 1960, des hommes en robe noire vont écrire des phrases qui pèseront plus lourd que bien des constitutions. Et au centre de ce basculement silencieux, il y a Robert Lecourt, officiellement un simple juge. En réalité, un homme qui s'est juré de faire plier les États avec leur propre signature au bas des traités. Quand il arrive pour la première fois devant le bâtiment de la Cour de justice des communautés européennes, il est presque déçu. Pas de colonnade monumentale, pas de foule, pas de caméra, juste un édifice fonctionnel, sans charme particulier, posé au milieu d'un Luxembourg encore provincial. Un chauffeur le dépose, la porte se referme, le silence retombe aussitôt. Quelques passants seulement, qui ne savent pas, qui ne peuvent pas savoir, que ce lieu va bientôt devenir l'une des scènes les plus décisives de l'histoire politique européenne. À l'intérieur, l'atmosphère ressemble plus à celle d'un tribunal de province qu'à une super juridiction continentale.
Quelques greffiers, des piles de dossiers, des machines à écrire qui claquent. On parle français, néerlandais, italien, allemand, dans un brouhaha feutré. La Cour n'a pas encore trouvé son style. Les États membres, eux, la regardent avec une indulgence condescendante. Un organe utile pour trancher les litiges techniques du marché commun, rien de plus. À Paris, à Bonn, à Rome, on se rassure. Ces juges n'auront de toute façon que ce que nous voulons bien leur donner. Parmi ceux qui se répètent cette phrase, il y a toujours le camp souverainiste, que le cours connaît par cœur. À Paris, Michel Debré, redevenu parlementaire influent après Matignon, grince déjà des dents à l'idée que des juges luxembourgeois puissent prétendre dire le droit à la place des parlements nationaux. Il soupire, ironique, que le cours s'amuse avec ses traités. Tant qu'il reste là-bas, il ne dérangera plus la France. C'est là qu'il se trompe, car justement, c'est depuis ce là-bas que le cours a l'intention de frapper le plus fort. Dès les premiers mois, il comprend l'urgence. La Cour est jeune, fragile. Elle peut encore devenir ce que les gouvernements veulent. Un simple arbitre contractuel entre États, discret, docile, ou autre chose. Une véritable Cour constitutionnelle de l'Europe, capable de dire le droit non seulement au gouvernement, mais aussi à leurs juges, à leurs administrations, à leur parlement. L'espace pour choisir cette voie est étroit. Et surtout limité dans le temps, les États tolèrent les audaces quand l'institution est inconnue. Dès qu'ils la verront comme une menace, ils chercheront à la museler. Alors le cours se met au travail comme on prépare un siège prolongé. Il lit tout. Les traités de Paris et de Rome, les travaux préparatoires, les déclarations des gouvernements, les premiers arrêts de la Cour. Il conçoit sa mission comme une course à obstacles, avec un compte à rebours invisible. Avant que les capitales ne comprennent vraiment où la Cour peut aller, il faut avoir déjà posé les principes, gravé les formules, verrouillé les interprétations. Après, il sera trop tard. La première surprise vient de la source même des affaires, pas des gouvernements, mais des juges nationaux, de petites juridictions dans des villes que personne ne cite dans les discours, qui se tournent vers Luxembourg pour demander « Que signifie exactement ce règlement ? Ce traité s'impose-t-il à notre loi nationale ?» Chaque renvoi préjudiciel est comme une bouteille lancée à la mer. Des juges nationaux, coincés entre la loi de leur État et un texte européen ambigu, cherchent un arbitre. Un jour, un dossier arrive sur la table, avec un nom qui n'évoque rien pour personne. Van Gend en Loos, 1963. Une entreprise de transport néerlandaise conteste un droit de douane réclamé par l'administration de La Haye. L'affaire, sur le papier, a tout pour être ennuyeuse. Un différend fiscal, des chiffres, des lignes tarifaires. Les chancelleries ne s'y intéressent guère. Mais derrière la monotonie apparente, une question terrible se cache. Est-ce que les particuliers peuvent invoquer directement les traités européens devant leurs juges nationaux? Ou faut-il toujours passer par les États, comme dans n'importe quel accord international classique? Au sein de la Cour, les discussions sont tendues. Certains juges sont prudents. Si nous répondons oui, nous transformons les traités en quelque chose de totalement nouveau. Les États ne l'ont jamais reconnu explicitement. Le cours, lui, sent que c'est l'occasion qui l'attend. Si le traité reste un texte abstrait, consultable seulement par les gouvernements, il sera toujours à la merci de leurs caprices. Mais si chaque entreprise, chaque citoyen, chaque avocat peut s'en saisir, le droit européen devient une arme entre les mains de millions de justiciables, une révolution silencieuse. Dans les délibérations, il insiste patiemment, obstinément. La communauté n'est pas un simple accord entre États. Elle crée un ordre juridique propre. Si cet ordre n'est pas directement applicable aux particuliers, il reste une coquille vide. Certains collègues hochent la tête, d'autres hésitent. La peur n'est pas seulement politique, elle est aussi personnelle. Personne ne veut être responsable d'un séisme institutionnel, et pourtant l'arrêt tombe. Quelques paragraphes, une phrase qui, à elle seule, fait voler en éclats 2 siècles de tradition internationale. Les dispositions du traité peuvent produire des effets directs et engendrer des droits pour les particuliers, que les juridictions nationales doivent protéger. Un transporteur néerlandais obtient raison contre son administration. Rien, en apparence, de spectaculaire. Mais ce jour-là, dans un obscur litige douanier,
La Cour offre aux citoyens européens la possibilité de brandir les traités contre leurs propres États. À Paris, au ministère des Affaires étrangères, un conseiller lit l'arrêt et blêmit. Ce n'était pas prévu. Un aide-mémoire part en urgence vers le cabinet de Michel Debré. La réaction est cinglante. Voilà ce que je craignais. On a créé un monstre juridique, il faut surveiller cette cour de très près. Le duel reprend, mais sous une forme plus abstraite. D'un côté, à Luxembourg, le cours construit phrase après phrase, arrêt après arrêt, un édifice de droit. De l'autre, à Paris, son ancien rival active les réflexes de défense de l'État, cherche des moyens de contenir cette institution qui commence à prendre trop au sérieux ses propres pouvoirs. Le temps presse davantage encore lorsqu'un autre dossier survient, Costa contre Enel, 1964. Cette fois, ce n'est plus une question de droit de douane, mais de cœur même du pouvoir étatique. La nationalisation de l'électricité en Italie. Un avocat de province, Flaminio Costa, refuse de payer sa facture à Enel, l'entreprise publique nouvellement créée, et invoque le traité CEE pour contester la loi italienne. L'affaire semble dérisoire, un homme seul contre la réforme d'un grand service public. Mais la question posée à la Cour est explosive. Quand la loi nationale contredit le traité, qui doit l'emporter? Dans la salle d'audience de Luxembourg, l'ambiance est presque irréelle. Les avocats en robe, les juges sur l'estrade, le rituel immuable. Mais derrière le décorum, les enjeux sont vertigineux. Si la Cour affirme la supériorité du droit européen, elle s'attaque au dogme absolu de la souveraineté législative. Si elle recule, elle condamne l'intégration européenne à rester un simple jeu diplomatique. Les représentants des États plaident la prudence. Ils insistent sur la coopération loyale, sur la nécessité d'éviter les conflits entre juges nationaux et cours européennes. En filigrane, le message est clair. Ne touchez pas à la hiérarchie des normes. Nous garderons la main. Dans les délibérations internes, la tension est presque palpable. Certains redoutent la réaction des capitales. Si nous allons trop loin, ils modifieront les traités ou nous ignoreront. Le cours, lui, revient à ses obsessions profondes. Il revoit Vichy, la loi transformée en arme, la facilité avec laquelle un Parlement peut abdiquer ses principes. Il repense à la CED enterrée, à la 4e République engloutie par ses propres contradictions. Et il répète, avec une conviction presque physique, si la loi nationale prime toujours, alors, en dernière instance, c'est la politique qui décidera du droit. Nous savons tous où cela peut conduire. La solution qui se dessine est radicale. Dans l'arrêt Costa, la Cour énonce que le droit issu du traité ne saurait, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer une règle nationale, quelle qu'elle soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la communauté elle-même. En clair, le droit européen prime. Point final, c'est un coup de tonnerre. En une phrase, ces juges presque inconnus viennent de placer les traités au-dessus des lois nationales. À Rome, à Paris, à Bonn, on lit et on relit le texte, incrédule. À l'Assemblée nationale française, un député brandit l'arrêt en séance. Voilà ce que ces messieurs de Luxembourg se permettent d'affirmer. Qu'ils sont au-dessus de nous. Dans les couloirs, Michel Debré fulmine. Le duel est devenu frontal, ce que le cours n'a pas pu faire adopter par la CED ou les projets de fédération politique, il est en train de le réaliser par le biais du droit, dans le silence relatif des salles d'audience. Mais le plus surprenant, c'est la façon dont le droit européen commence à descendre du ciel, abstrait des traités, pour se frotter à la réalité. À la fin des années 1960, les dossiers se diversifient. Quotas de lait, licences d'importation, droits des travailleurs migrants. Des agriculteurs italiens en colère brûlent le drapeau européen sur un marché, en hurlant qu'on les étouffe avec des réglementations incompréhensibles. Des ouvriers frontaliers découvrent qu'ils peuvent invoquer les règlements européens pour contester une discrimination salariale. Chaque arrêt fait des heureux et des perdants. Le droit européen n'est plus une idée, c'est une puissance qui redistribue concrètement les cartes. Dans ce contexte, l'année 1967 marque un tournant personnel. Robert Lecour est élu président de la Cour de justice. Le juriste discret, longtemps cantonné aux délibérations feutrées, devient le visage officiel de l'institution. Il préside les audiences, représente la Cour auprès des gouvernements, mène les discussions internes,
C'est une promotion et une mise en danger, car plus la Cour affirme sa voix, plus elle attire la lumière et les coups. Dans certaines capitales, on commence à parler de gouvernement des juges. Une expression lourde de menaces. À Paris, les disciples de Debré alimentent l'idée que la Cour va trop loin, qu'elle s'arroge des pouvoirs que les États ne lui ont jamais donnés. Dans les colonnes de certains journaux, on lit des phrases cinglantes. Qui a élu M? Le cours? Au nom de quoi décide-t-il de la validité de nos lois? Le conflit n'oppose plus seulement deux conceptions juridiques, il touche à la légitimité démocratique. Le cours sait qu'il marche sur une ligne de crête. S'il freine, il trahit sa conviction intime. Sans primauté et sans effectivité, le droit européen se dissout. S'il pousse trop brutalement, il risque de provoquer une réaction politique violente, un coup d'arrêt, voire une réforme des traités, destinée à réduire la Cour à un rôle décoratif. Une nouvelle fois, le temps devient un adversaire. Il sent que la fenêtre d'audace se refermera tôt ou tard. Il lui reste quelques années, peut-être moins, pour consolider les acquis, raffiner les principes, montrer surtout que la primauté n'est pas une menace, mais une garantie, celle des droits fondamentaux, car un nouveau front s'ouvre, inattendu, celui des libertés. Les traités, pourtant, sont avares de grandes déclarations philosophiques. Ils parlent de concurrence, de douane, de marché commun, pas de dignité humaine ou d'état de droit. Mais les affaires qui arrivent à Luxembourg obligent la Cour à sortir de ce confort purement économique. Des entreprises contestent des restrictions au nom de la liberté d'établissement. Des associations invoquent des principes généraux du droit. Et surtout, des justiciables se retrouvent pris entre des mesures nationales et des règlements européens qui touchent à leurs droits les plus intimes. Dans les délibérations, la question surgit. Le droit communautaire peut-il s'affranchir totalement des traditions constitutionnelles des États? Que se passe-t-il si un règlement européen viole, selon un juge national, un droit fondamental inscrit dans sa constitution? Les souverainistes trépignent d'impatience. Ils y voient l'occasion parfaite de reprendre la main. Que nos cours constitutionnelles reprennent leurs droits. Qu'elles puissent écarter le droit communautaire au nom des libertés fondamentales. Le cours voit le piège immédiatement. Si chaque cour constitutionnelle peut, au nom des droits de l'homme, neutraliser le droit européen, la primauté devient un mirage. L'édifice patiemment construit depuis Van Gend en Loos et Costa risque de s'effondrer. Alors, il cherche une autre voie, un twist que ses adversaires n'avaient pas anticipé. Au lieu de laisser les constitutions nationales imposer leurs droits fondamentaux à l'Europe, il va contribuer à faire naître des droits fondamentaux européens, intégrés dans le SEI, ordre communautaire lui-même. Ainsi, plus besoin de choisir entre primauté et liberté, la Cour pourra garantir les deux. Dans des arrêts comme Stoder ou International Handelsgesellschaft, la Cour reconnaît progressivement l'existence de principes généraux du droit communautaire et puise son inspiration dans les traditions constitutionnelles communes aux États. La scène pourrait paraître ridicule, presque anticlimatique. Pas de cortège, pas de drapeau, pas de micro, pas de cris dans la rue, juste un couloir silencieux à Luxembourg, des robes noires et des dossiers qui sentent l'encre fraîche. Et pourtant, c'est ici, dans cette lumière froide, loin de Paris, qu'un homme va déclencher une bombe juridique capable de faire plier des États. Pas avec des chars, avec des phrases. Robert Lecour arrive à la Cour de justice des communautés européennes comme on entre dans une pièce où l'on entend déjà un conte, à rebours, et où l'on sait que si l'on hésite, l'histoire se refermera. Il comprend immédiatement ce qui est en jeu. La Cour est jeune, fragile, presque invisible. Si elle devient un simple arbitre poli entre gouvernements, les traités resteront des promesses molles. Mais si elle ose affirmer une idée inouïe, qu'un droit commun peut s'imposer aux lois nationales, alors l'Europe cessera d'être un slogan, elle deviendra un ordre. Et ce pari, le cours le sait, a une date limite. Les premières années décident de tout. Après, les habitudes se figent, les États reprennent la main et l'institution se transforme en musée. Il n'a pas toute une carrière devant lui. Il a une fenêtre, une poignée d'arrêt, quelques occasions irréversibles. Dans les réunions internes, il observe ses collègues, des juristes brillants, prudents, parfois terrifiés à l'idée de provoquer Berlin, Paris ou Rome.
car derrière chaque dossier, il y a un risque diplomatique, un gouvernement qui menace de ne plus coopérer, un Parlement national qui crie au scandale, un ministre qui parle de coup de force. Et là, tout de suite, revient le vieux duel. Le camp souverainiste, la doctrine de la maîtrise absolue, la tentation de dire les traités, oui, mais seulement quand ça nous arrange. Michel Debré n'est plus assis en face de lui dans un conseil des ministres, mais sa vision du monde plane sur chaque page. L'État, au-dessus de tout, et l'Europe comme simple entente entre capitales, le cours, lui, a choisi l'autre camp, celui où la règle écrite doit tenir même quand elle dérange. Il n'a plus la tribune de l'Assemblée, plus de votes, plus de cabinets ministériels, son arme est devenue un style rigoureux, implacable, presque glacial. Une phrase bien posée, dans un arrêt, peut faire plus qu'un discours. Elle peut forcer un juge national à obéir. Elle peut créer un réflexe, une hiérarchie, une nouvelle normalité. Et c'est précisément ce qui rend la bataille invisible, donc terrifiante. Parce qu'un État peut facilement mobiliser contre un adversaire politique, mais comment mobiliser contre une jurisprudence? Les dossiers s'empilent, et derrière leur façade technique, tarifs douaniers, quotas, règlements. Le cours cherche le nerf. Où se cache l'occasion de transformer une communauté économique en communauté de droit? La réponse arrive en 1963, sous la forme d'une affaire qui, vue de loin, ressemble à une histoire de commerce banal. Van Gendh en Loos. Une entreprise néerlandaise conteste un droit de douane. Rien de romanesque. Sauf que dans ce dossier se glisse une question capable de fendre le continent. Un citoyen, une entreprise, peut-il invoquer directement le traité devant un juge national sans attendre que son État veuille bien transposer ou appliquer? Si la réponse est non, l'Europe restera un club d'États. Si la réponse est oui, alors les traités deviennent des armes dans les mains des individus. On pourrait croire qu'un juriste hésite, qu'il soupèse, qu'il temporise. Le cours, au contraire, sent que le moment est unique. Il y a, dans les couloirs, des rumeurs de crispation politique, des tensions entre capitales, des réflexes de repli. La fenêtre se referme. Il faut frapper maintenant. L'arrêt tombe. Le droit communautaire peut produire des effets directs. En clair, un particulier peut s'en servir devant son juge. Ce n'est pas une simple décision, c'est une bascule psychologique. D'un coup, l'Europe n'est plus seulement au-dessus. Entre gouvernements, elle descend dans les tribunaux, dans les litiges ordinaires, dans la vie réelle. Et aussitôt, l'écho se propage. Dans certaines capitales, on parle de glissement. Dans des ministères, on lit la décision comme on lirait un avertissement. À Paris, chez les gardiens sourcilleux de la souveraineté, on serre les mâchoires. Si les citoyens peuvent opposer le traité à l'État, alors l'État n'est plus le seul maître de ses propres promesses. Le cours n'a pas besoin d'entendre Debré pour savoir ce que le camp souverainiste pense. La Cour est en train de s'arroger un pouvoir politique sous couvert de technique, sauf que le cours n'en est qu'au premier étage, car le droit direct, sans la pierre suivante, reste incomplet. Un individu peut invoquer le traité, mais que se passe-t-il si une loi nationale dit l'inverse? Qui gagne? Voilà la vraie guerre. Et cette guerre éclate en 1964 avec Costa contre Enel. Là encore, un décor presque banal. Un citoyen italien, une facture d'électricité, une nationalisation. Et derrière, la question nucléaire. Si un État peut voter une loi contraire au traité et l'emporter parce que c'est la loi nationale, alors la communauté est une illusion, elle n'aura jamais d'ossature. Le camp souverainiste a sa réponse toute prête. Un parlement élu ne peut pas être lié par un texte qui le dépasse. La démocratie, disent-ils, c'est la loi nationale. Point. Le cours, lui, voit l'autre face. Si chaque État peut défaire le traité quand il veut, alors la promesse commune n'est qu'un décor. On signe le matin, on se dédie le soir, et l'Europe redevient ce qu'elle a toujours été. Un champ de rivalité, simplement mieux habillé. La Cour tranche, le droit communautaire prime. Pas par arrogance, par nécessité logique. Un ordre juridique commun ne peut pas être optionnel. Et là, le choc est immense. On vient de graver dans le marbre une idée que des générations de souverainistes considèrent comme une hérésie. Il existe, en Europe, une norme qui peut dominer la loi nationale. Le cours sait ce que cela signifie. Il vient d'ouvrir une brèche que plus personne ne pourra refermer complètement.
car même si les gouvernements protestent, même s'ils cherchent des parades, la jurisprudence est là, citée, répétée, enseignée. Elle se reproduit comme un réflexe. Le twist, c'est que cette victoire théorique se heurte immédiatement à une résistance pratique. Les juges nationaux ne sont pas des soldats d'un empire. Ils ont leur tradition, leur cour suprême, leur constitution. Certains acceptent, d'autres freinent. Et voilà que la bataille se déplace. Ce n'est plus seulement Luxembourg contre les États, c'est aussi une guerre de confiance, une guerre d'autorité. Le cours comprend qu'une phrase, même révolutionnaire, ne suffit pas. Il faut que les juridictions nationales y trouvent un intérêt, une méthode, une sécurité. Il faut transformer la primauté en routine. C'est là que l'arme la plus fine de la Cour devient centrale, la question préjudicielle. Un juge national, face à un doute sur l'interprétation du droit communautaire, peut demander à la Cour de Luxembourg. En apparence, c'est un mécanisme de coopération. En réalité, c'est un réseau, une circulation d'autorité qui contourne les ministères, et plus ce réseau se densifie, plus il devient difficile pour un gouvernement de reprendre le contrôle sans casser tout l'édifice. Pendant ce temps, le cours grimpe. En 1967, il devient président de la Cour, et ce titre, qui pourrait sembler honorifique, le place au centre d'un champ de mines, car à la fin des années 1960, l'Europe traverse une période de tension politique, de crise institutionnelle, de jalousie nationale. Les gouvernements veulent l'Europe quand elle apporte de la croissance. Ils la détestent quand elle impose des contraintes. Le cours, lui, veut une Europe qui tienne même quand elle déplaît. La pression n'est plus abstraite. Elle se traduit en regards, en lettres, en manœuvres. Chaque arrêt un peu audacieux peut déclencher une tempête diplomatique et dans les couloirs du pouvoir français, le vieux soupçon ressurgit. Qui gouverne, au fond? Les élus ou les juges? C'est exactement le point que le camp souverainiste attendait. Présenter la Cour comme une machine technocratique qui vole la démocratie. Un procès en illégitimité. Le cours répond sans répondre. Par la cohérence. Il veille à ce que les arrêts soient écrits de façon à paraître inévitables, pas comme des manifestes, mais comme des démonstrations. Il sait qu'en droit, la forme est une stratégie, il faut donner l'impression que l'on ne pouvait pas décider autrement, et dans cette discipline, il est redoutable. Chaque mot devient un clou. Les années passent, et la Cour, sous sa présidence, consolide un langage qui change la réalité. Effet utile, autonomie de l'œil. Ordre juridique communautaire, obligation des États, des formules qui, répétées, deviennent des piliers. On pourrait croire que tout cela reste dans les bibliothèques, mais à mesure que les entreprises, les syndicats, les citoyens comprennent qu'ils peuvent gagner contre leur propre État en s'appuyant sur l'Europe, quelque chose bascule. L'Europe cesse d'être un débat de diplomates. Elle devient une ressource, parfois une arme, dans des conflits concrets. Et voici un autre retournement. Cette Europe du droit, pensée pour limiter les États, sert aussi parfois à renforcer leur crédibilité. Car quand des règles communes s'imposent, les gouvernements peuvent dire à leurs opinions « ce n'est pas nous, c'est la règle européenne ». Le droit supranational devient un bouclier politique. Le cours voit bien l'ambiguïté, mais il accepte ce prix. Mieux vaut une règle qui s'applique, même instrumentalisée, qu'une promesse sans force. Reste un danger majeur, peut-être le plus grave, que la Cour aille trop vite, qu'elle provoque une réaction de rejet, qu'un État décide de briser la mécanique. Le cours vit avec cette menace comme avec une horloge sur le mur. Chaque avancée doit être calibrée. Assez forte pour construire, pas assez brutale pour déclencher la rupture. C'est une ligne de crête permanente, et dans cette tension, il retrouve, sous une autre forme, la même bataille qu'au ministère de la Justice. Comment tenir le droit? Quand la politique veut l'urgence, la marge, l'exception, vers le début des années 1970, l'édifice est déjà largement posé. La Cour n'est plus un décor. Elle est devenue un acteur, pas au sens théâtral, au sens physique. Elle a du poids, de l'inertie, une capacité à contraindre. Le cours le sait. Le duel avec la souveraineté nationale absolue n'est pas gagné au sens définitif. Rien ne l'est jamais, mais il a transformé la nature même du combat. Avant, la souveraineté se défendait en criant plus fort. Maintenant, elle doit se défendre contre une jurisprudence qui s'infiltre dans les tribunaux ordinaires, dans les contrats, dans les administrations.
Et c'est peut-être la plus grande ironie, ceux qui l'avaient imaginé enterré au Luxembourg découvrent que cet exil était une position de tir. Depuis cette ville tranquille, Robert Lecourt a fait quelque chose qu'aucun ministre ne peut faire durablement. Il a changé les règles du jeu sans avoir besoin de majorité parlementaire. Il a déplacé la frontière. Et quand, un soir, il rentre tard, laissant derrière lui les dossiers annotés, il sait qu'il a joué contre le temps et qu'il a, au moins pour un moment, forcé l'histoire à prendre la forme d'un texte longueur avec espace, 10 mains 120 caractères. On s'imagine qu'un homme commence vraiment à vieillir le jour où il range ses dossiers et qu'il ferme son bureau pour la dernière fois. Pour Robert Lecourt, c'est l'inverse. Son mandat à la Cour de justice s'achève. Mais la véritable épreuve ne fait que commencer. Tant qu'il présidait les audiences, il avait un pouvoir clair. Une robe, un marteau symbolique, une institution derrière lui. Une fois parti, que reste-t-il? Des phrases dans des arrêts, des idées, des ennemis qui n'ont, eux, pas pris leur retraite. Le duel avec la souveraineté nationale ne s'éteint pas avec son départ de Luxembourg, il change seulement de terrain. Et le temps, cette fois, joue contre lui plus cruellement que jamais. Quand il quitte officiellement la cour en 1976, la scène est presque banale. Une cérémonie sobre, quelques discours, des compliments polis sur l'œuvre accomplie, des mains serrées un peu trop vite, pas de standing ovation, pas de foule dehors. À la sortie, le ciel est gris et le Luxembourg ressemble à ce qu'il a toujours été pour lui. Une ville tranquille, presque silencieuse, et qui cache mal le vacarme des idées qu'il y a laissées derrière. Dans la voiture qui le ramène vers la gare, il regarde défiler les façades sans vraiment les voir. Dans sa serviette, il n'emporte pas de décoration ni de trophées, mais des copies d'arrêts, annotées, raturées. C'est là que se trouve désormais sa seule armée. De retour à Paris, le contraste est brutal. Les couloirs qu'il retrouve ne sont plus ceux du pouvoir exécutif, mais ceux, plus discrets, des colloques, des bibliothèques, des amphithéâtres. On l'invite, on le respecte, on l'écoute, mais on ne le craint plus. Dans une conférence, un jeune juriste l'interpelle. « Monsieur Lecourt, vous avez donné à la Cour des pouvoirs immenses, mais maintenant que vous n'y êtes plus, qu'est-ce qui empêchera vos successeurs de dénaturer cette œuvre ?» La question le frappe de plein fouet, parce qu'elle touche la faille intime de tout juge bâtisseur. On écrit, on structure, on oriente, puis on s'en va. Et la jurisprudence continue sans vous? Peut-être contre vous. Il décide alors de faire ce qu'il n'avait jamais vraiment eu le temps de faire pendant ses années de mandat. Raconter, expliquer, mettre des mots, non plus seulement dans des arrêts, mais dans un récit assumé, c'est le projet qui deviendra l'Europe des juges. Le titre déjà est un défi. Il sait que ses adversaires, depuis des années, accusent Luxembourg d'être devenu précisément cela, une Europe des juges, coupée des peuples, surplombant les parlements. Lecourt choisit de reprendre l'expression, de l'assumer, de la retourner comme on retourne une accusation. Oui, il y a une Europe des juges, et heureusement, parce que sans ce contrepoids, les États auraient été tentés, encore une fois, de faire de leurs promesses des options réversibles. Les premières réactions sont contrastées. Dans le monde des juristes, son texte circule comme un document quasi programmatique. On le lit dans les facultés de droit, on le commente dans les revues, certains y voient la confession d'un activiste, d'autres le manifeste d'un nouveau constitutionnalisme européen. Dans le camp souverainiste, au contraire, on y trouve une raison supplémentaire de s'indigner. Michel Debré, vieillissant mais toujours vigilant, lit des extraits qu'un collaborateur lui a apportés. Il grimace, griffonne en marge. Aveu, gouvernement des juges revendiqués. Leur duel, qui avait commencé dans les années 1950 au Conseil des ministres et s'était poursuivi à distance pendant la décennie luxembourgeoise, prend une nouvelle forme. Un combat d'ouvrages, d'articles, de prises de position publiques. Deux vieillards, pourrait-on croire? Mais derrière eux, deux visions du futur de l'Europe. Le temps, pourtant, ne leur laisse aucun répit. À la fin des années 1970, le contexte change. Les chocs pétroliers ébranlent les économies. Le chômage explose. La confiance dans les institutions se fissure. L'Europe, que Lecourt a contribué à transformer en ordre juridique, est perçue par beaucoup comme un club technocratique éloigné des
Préoccupation quotidienne. Dans les usines, dans les campagnes, on parle moins de paix que de concurrence, de délocalisation, de normes. Pour la première fois, le cours sent que ce qu'il a bâti peut être attaqué, non plus seulement par les États jaloux de leur souveraineté, mais par des peuples déçus, lassés, tentés par le repli. Il se retrouve alors dans une position paradoxale. Lui, l'homme qui a limité les États pour protéger les individus, doit expliquer aux mêmes individus que l'Europe juridique n'est pas une machine froide, mais une garantie. Il multiplie les conférences, accepte des invitations à l'étranger, discute avec des étudiants, répond à des journalistes. Dans certains débats télévisés, on l'oppose à des figures politiques plus jeunes, parfois brillantes, souvent agressives, qui reprennent les arguments forgés jadis par Debré. Les juges ne sont pas élus. L'Europe du droit, c'est l'Europe contre la démocratie. Le cours, calmement, réplique. La démocratie, ce n'est pas seulement la majorité, c'est aussi la protection de ce que la majorité ne peut pas écraser. C'est ce que garantit le droit. Mais il voit bien, dans les regards, que le temps des grandes pédagogies lentes se heurte au temps des slogans. Pendant ce temps, à Luxembourg, la Cour continue de rendre des arrêts. Les juges qui lui ont succédé citent encore, parfois, les formules qu'il a contribué à forger: autonomie de l'ordre juridique communautaire, effet direct, primauté. Ces mots qu'il a maniés comme des armes sont désormais devenus des évidences pour toute une génération de juristes, et pourtant, de nouvelles tensions surgissent. Des cours constitutionnelles nationales, notamment en Allemagne et en Italie, rappellent que les constitutions restent, pour elles, la norme suprême. Elles acceptent, certes, la primauté du droit communautaire, mais à une condition: que ce droit respecte les droits fondamentaux tels qu'elles les entendent. La menace est subtile, mais réelle. Derrière la rhétorique du respect des libertés, c'est la possibilité de reprendre la main sur l'édifice supranational qui se profile. Le cours observe cela comme on regarde une nouvelle bataille se jouer sur un terrain que l'on connaît trop bien, mais sans pouvoir intervenir directement. Il lit les arrêts des cours nationales, les analyses doctrinales, les commentaires journalistiques. Il souligne, annote. Dans les marges, parfois, il écrit quelques mots rageurs, que personne ne lira. On revient toujours au même point. La tentation de chaque État de dire « je veux bien obéir, mais seulement jusqu'à ce que cela me gêne ». Il se surprend certains jours à regretter presque l'époque où tout était à construire. La solitude de la cour débutante, la méfiance des États, la fragilité, c'était un combat à découvert. Maintenant, les lignes sont plus floues, les discours plus sophistiqués, les alliances plus instables. Dans ce paysage, la France reste pour lui le terrain le plus symbolique. C'est là que tout a commencé. C'est là que le camp souverainiste a toujours été le plus bruyant. C'est là, aussi, que se joue un épisode qui le marque profondément. Le référendum de 1992 sur le traité de Maastricht. Il a 83 ans. Sa santé décline, ses pas sont plus lents, mais son esprit reste vif. Il regarde à la télévision les débats passionnés qui traversent le pays. Sur certains plateaux, d'anciens compagnons de route politique, ou du moins des héritiers de la même famille, défendent l'approfondissement de l'intégration. D'autres, au contraire, dénoncent une Europe qui irait trop loin, qui déposséderait la nation de ses pouvoirs essentiels. Les mots qui fusent ont un étrange parfum de déjà-vu. Souveraineté, démocratie, peuple contre juge, technocratie. Il entend des phrases qui pourraient être signées Debré, mais prononcées par une nouvelle génération. Quand le résultat tombe, un « oui » arraché de justesse, il ressent un drôle de mélange. Soulagement, bien sûr, mais aussi inquiétude. Si la France a hésité si longtemps à franchir ce pas, que se passera-t-il la prochaine fois? Jusqu'où ira la patience des peuples? Un soir, devant l'écran, il voit un débat où l'on cite, pour critiquer Maastricht, la fameuse Europe des juges. On montre la cour de justice, ses bâtiments modernes, ses juges perçus comme des silhouettes lointaines. On parle de gouvernement des juges luxembourgeois. Le cours éteint le son un instant. Il est là, dans son fauteuil, dans un appartement parisien où les livres occupent chaque mur, où les dossiers s'entassent encore sur une table, et il se demande « est-ce cela son héritage ?» Une expression brandie comme un épouvantail dans des campagnes politiques? Pourtant, il y a un twist que ses adversaires n'avaient pas anticipé. Les mêmes États qui dénoncent parfois la tyrannie des juges.
européens se retrouvent, dans les faits, à utiliser la Cour comme un allié. Quand un gouvernement veut imposer une réforme impopulaire, il n'est pas rare qu'il s'abrite derrière un arrêt ou une directive. Tandanaha, c'est Bruxelles, c'est Luxembourg, nous n'avons pas le choix. Ainsi, l'édifice juridique que le cours a contribué à consolider devient à la fois un bouc émissaire et un paratonnerre. On le déteste publiquement, on s'en sert discrètement, lui en sourit à demi avec une ironie douce amère. Au fond, ils reconnaissent ainsi la force de la règle, même lorsqu'ils feignent de la subir, ils lui obéissent. Les années 1990 et 2000 voient l'Union européenne s'élargir, se densifier, se complexifier. La Cour, désormais installée dans des bâtiments plus vastes, traite des affaires que le cours n'aurait peut-être même pas imaginées. Protection des données personnelles, environnement, non-discrimination, droits des consommateurs. Le vocabulaire a changé, mais la structure qu'il avait contribué à construire est toujours là, en sous-main. Des étudiants en droit public, à Paris, Berlin, Madrid ou Varsovie, apprennent son nom en lisant les grands arrêts des années 1960 et 1970. Pour eux, il est déjà une figure historique, un père fondateur de la jurisprudence européenne. Pour le grand public, il reste largement inconnu, c'est une autre forme de contraste qui le frappe. La postérité dans les livres, l'oubli dans la rue. Il ne se plaint pas, ou presque jamais. Mais certains soirs, en rangeant un article ou en recevant une lettre d'un ancien collègue, une question revient silencieuse. À quoi tient vraiment une vie? À la notoriété? À l'influence durable sur les institutions? Aux décisions prises sous pression, dans des salles fermées, loin des projecteurs? Il se souvient de Vichy, de la facilité avec laquelle la loi avait été dévoyée. Il se rappelle les combats pour la CED, pour une Europe politique avortée. Il revoit les délibérations tendues à Luxembourg, les hésitations de ses collègues, les menaces à peine voilées des gouvernements. Et il comprend que son œuvre ne se mesure pas en statue ou en avenue portant son nom, mais dans cette chose presque abstraite. L'idée qu'en Europe, désormais, il existe un niveau de droit que les États ne peuvent plus manipuler à leur guise. En 2004, il a 95 ans. Le siècle qu'il a traversé s'achève presque avec lui. Le monde a changé de visage. L'Union européenne compte des pays qui, lorsqu'il écrivait Van Ghent en Luce ou Costa, étaient encore de l'autre côté du rideau de fer. La guerre froide a disparu, d'autres menaces sont apparues, d'autres fractures aussi. Il lit, tant que ses yeux le permettent, les journaux qui racontent les débats sur un projet de constitution européenne. Il entend les arguments, les peurs, les enthousiasmes. Il voit, à travers les lignes, la même tension profonde, la tentation de revenir à un simple concert d'États contre l'idée d'un ordre commun contraignant. Il sait qu'il ne verra pas l'issue de cette nouvelle bataille, mais il sent qu'elle se joue en partie sur le terrain qu'il a balisé, celui du droit, des normes, des juridictions. Un jour d'août, dans la chaleur lourde de l'été parisien, son corps enfin renonce. Il meurt à 95 ans, presque en douceur, après une longue vie de combat menée à la plume, à la voix, au nom d'une certaine idée de la loi. Les journaux en parlent, mais discrètement. Quelques nécrologies sobres, des hommages dans les revues spécialisées, plus nourries. On rappelle son passage au ministère de la Justice, son rôle au sein de la Cour de justice. On cite 2 ou 3 arrêts. Puis l'actualité reprend son cours. Et pourtant, à cet instant précis, quelque chose d'étrange se produit, partout en Europe, sans que personne n'en ait conscience. Des juges, dans un tribunal de province en Espagne, en Allemagne ou en Pologne, appliquent les principes de primauté et d'effet direct qu'il a contribué à forger. Des avocats invoquent un règlement européen pour défendre un travailleur, un consommateur, un migrant. Des administrations nationales modifient un formulaire, une procédure, parce qu'une directive l'exige et qu'un arrêt de la Cour l'a rappelé. Robert Lecour est mort. Mais sa voix continue de résonner, sous une forme particulière, celle de phrases figées dans des décisions, de concepts enseignés, dans des amphithéâtres, de réflexes juridiques devenus presque naturels. Le twist final, c'est peut-être cela, là où tant de responsables politiques avaient rêvé de laisser leur nom sur une loi, une réforme. Un monument lui a laissé une empreinte plus discrète mais plus tenace.
Il a déplacé la frontière de ce que les États peuvent faire sans contrôle. Il a donné au mot « traité » un poids que les diplomates eux-mêmes n'osaient pas imaginer. Il a transformé un marché commun en communauté de droit. Son grand rival, Michel Debré, s'est battu jusqu'au bout pour que l'État reste maître absolu de ses choix. Lecourt, lui, a passé sa vie à organiser, patiemment, des contraintes à cette maîtrise, deux trajectoires, deux fidèles du général de Gaulle, deux façons opposées de comprendre la promesse de 1945. Plus jamais ça. L'un par la souveraineté intégrale, l'autre par la limitation mutuelle. Le temps, juge impitoyable, tranchera peut-être un jour de manière définitive. Mais pour l'instant, à chaque fois qu'un tribunal national accepte de laisser de côté une loi pour appliquer un texte européen, amasi tomasi, chaque fois qu'un citoyen gagne contre son propre État en brandissant un traité, à chaque fois qu'un gouvernement fulmine en découvrant qu'une réforme doit être revue parce qu'elle viole le droit de l'Union, c'est un peu de Robert Lecourt qui se rejoue, non pas le ministre en costume sombre, non pas le président de cour sous les néons luxembourgeois, mais l'avocat, le résistant, l'homme, qui a décidé un jour qu'aucun État, même démocratique, ne devait pouvoir se croire tout-puissant. Dans ce sens, sa vie ne s'est jamais vraiment arrêtée aux dates gravées sur sa pierre tombale. Elle continue dans ce compte à rebours permanent qui habite encore aujourd'hui les institutions européennes. Le temps presse toujours. Les crises se succèdent, les tentations de repli renaissent, les souverainistes reviennent sous d'autres visages. Mais face à eux, il y a désormais, en plus des discours, quelque chose qu'ils ne peuvent pas effacer d'un simple vote. Un ordre juridique. Commun, patiemment construit par des juges dont le plus obstiné fut sans doute ce Français discret, venu de la Résistance et de la 14e République qui avait choisi de faire plier les États avec leur propre signature.